bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au Forum du patrimoine. J'ai le plaisir d'animer cette 4e édition du Forum qui se tient ici au Salon international du patrimoine culturel à Paris. Cette 4e édition est rendue possible grâce à Ateliers d'Art de France et le magazine Atrium, sans oublier le soutien de la Fondation France Bois Forêt pour notre patrimoine. Je reçois ce matin 3 invités qui viennent échanger autour des distinctions emblématiques des métiers d'art et du patrimoine. Je me tourne vers mes invités. Bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre Lebureau. Vous êtes ornemaniste, membre de la commission patrimoine d'Ateliers d'Art de France, mais vous êtes aussi labellisé MOF, EPV et récemment nommé officier des arts et des lettres. C'est exact. Bienvenue. Je suis président de la commission des métiers d'art de la Chambre des métiers Île-de-France. Ça vous fait beaucoup de casquettes. Bienvenue. À vos côtés, Marion Lenné, bonjour. Bonjour. Vous êtes restauratrice de piano, membre de la commission patrimoine d'Ateliers d'Art de France également, mais aussi lauréate du concours Ateliers d'Art de France 2022 et maître artisan en métier d'art formé par le dispositif Maître d'art élève. Alors pas tout à fait, moi je suis maître artisan en métier d'art de la Chambre des métiers, mais je suis ancienne élève de maître d'art dans le dispositif maître élève. Parfait. Merci, bienvenue. Merci. Enfin, monsieur Patrick Dauphémont, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Institut de la transmission des Compagnons du Devoir. C'est ça. Alors, pour commencer et rentrer tout de suite dans le vif du sujet, toutes les distinctions emblématiques, on a l'impression de connaître. Comment est-ce qu'elles permettent la transmission des savoir-faire et quelles sont-elles, finalement? Ces distinctions permettre une reconnaissance, sont la preuve d'ailleurs d'une reconnaissance de nos métiers, d'une prise en considération des métiers dits manuels, mais ça va bien au-delà évidemment, et ça permet la transmission dans la mesure où ça nous apporte une crédibilité, ça montre que nos métiers sont des métiers d'avenir, ça les sort un petit peu de l'image un petit peu, je dirais, conservatrice, traditionnaliste, etc. Ça leur montre que ce sont des métiers d'avenir où il y a moyen de s'épanouir surtout. Voilà, de gagner sa vie. Ce n'est pas des métiers en voie de perdition, etc. Bien sûr qu'on a des difficultés à transmettre le savoir-faire parce qu'on manque de structure, etc. Mais voilà, ça crédibilise les métiers, ça donne envie aux jeunes, ça montre aux jeunes que c'est une voie à suivre. En ce qui vous concerne, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos distinctions? Alors justement, on parlait de la manière dont on connaît ou pas ces distinctions. Effectivement, dans les termes qui sont utilisés ou qui sont donnés à ces distinctions, il y a des confusions possibles. La preuve entre maître d'art mais c'est tout à fait significatif. Et il est très important pour nous d'essayer de faire les distinctions. Parce qu'il y a des labels qui récompensent ou qui mettent en valeur l'engagement qualitatif d'une entreprise, mais pas forcément celui de la transmission. Le dispositif maître d'art élève est vraiment consacré à une transmission de savoir-faire d'excellence. Dans un dispositif qui est mis en place par l'Institut national des métiers d'art et qui est attribué par le ministère de la Culture. Donc cette distinction, elle, comme je le disais, met en valeur les savoir-faire d'excellence est rare. C'est pas seulement l'apprentissage de base, ça s'adresse vraiment à des tandems qui ont... c'est maître-élève, hein, c'est un tandem qui s'engage sur une durée de 3 ans sur un projet très précis et élaboré avec je dirais pas des comptes à rendre, mais comme un chef-d'œuvre ou alors une preuve que la transmission s'est passée correctement. En ce qui concerne le compagnonnage, donc on est moins sur une relation duale. Là, on a plus une formation qui s'adresse à un plus grand nombre de jeunes. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr. Alors, pour le compagnonnage, c'est peut-être un peu plus particulier parce que ce n'est pas une distinction. En tout cas, on ne la considère pas comme telle. Même on n'a pas le droit de faire état de notre état de compagnon comme publicité, ou si vous voyez compagnon du devoir ou compagnon sur un camion d'artisan, en général c'en est pas un, parce que c'est même une cause de radiation chez nous, donc c'est sérieux, on ne doit pas dire qu'on est compagnon. Par contre, effectivement, le compagnonnage profite de son aura pour attirer des jeunes
qui veulent rentrer dans les métiers artisanaux qui sont dispensés chez les compagnons. En sachant qu'il y a 3 mouvements compagnoniques en France, donc la Fédération compagnonique, l'Union compagnonique et les Compagnons du Devoir dont je fais partie. Et donc effectivement, le compagnonnage, ou plutôt la réputation du compagnonnage, peut attirer des jeunes qui ont envie de rentrer dans un métier et d'aller assez loin dans le métier, parce que c'est un peu le but. En sachant que pour nous, c'est plus une voie qu'on va choisir, comment dire ça ? C'est un parcours de vie, quoi. Ça ne s'arrête pas une fois qu'on est compagnon. En fin de compte, quand on est compagnon, ça commence seulement. Et le but, ça va être de continuer à se perfectionner dans son comportement et dans son travail, mais aussi de transmettre tout ça aux jeunes qui arrivent pour qu'ils reprennent le flambeau et emmener les métiers vers l'avenir, quoi. Donc effectivement, il y a une grosse nécessité d'adaptation aux âges pour faire durer les métiers et que les jeunes puissent en vivre et puissent s'épanouir dedans. Je rejoins ce que vous avez dit juste avant sur l'épanouissement que peut offrir un métier, c'est la base. Et donc effectivement, cet épanouissement, il passe aussi pour vous aujourd'hui par la transmission, le fait d'avoir de transmettre son savoir au sein des compagnons, ou d'avoir des apprentis, de recevoir des apprentis dans l'atelier. Oui, tout à fait. D'abord, pour nous, oui, c'est aussi un épanouissement, un enrichissement personnel que de prendre des jeunes. C'est de toute façon, comme vient de le dire le compagnon du devoir, ça tombe sous le sens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir appris un métier et ne pas chercher à le transmettre. Ça fait partie. D'ailleurs, chez les Miroriers de France, par exemple, on a l'obligation, c'est une obligation de transmission. Ouais. C'est un devoir qu'on a de transmettre le savoir-faire. On est comme un maillon de la chaîne. On a eu le bonheur de le recevoir de la part de maître, et il faut le transmettre soi-même. Voilà, c'est un devoir. C'est de toute façon. En plus, moi, je reçois des jeunes, par exemple, des stagiaires de l'école Boulle. J'avais ma salariée qui avait passé son diplôme. J'avais été un petit peu sollicité pour l'aider à réaliser sa pièce de diplôme. Et donc après elle embauché chez moi, c'était son premier emploi, donc ça c'est quand même valorisant de voir des stagiaires qui ensuite, et puis maintenant elle vit sa vie professionnelle. J'ai accueilli d'autres stagiaires de l'école Boulle, des jeunes aussi en stage découverte, et c'est tout à fait plaisant de voir des jeunes déjà passionnés par un métier, une voie qu'ils ont choisie, même s'ils n'ont pas encore vraiment choisi le métier, mais ils ont choisi la voie de l'artisanat, et certainement, ils s'engageront plus tard dans la voie de l'excellence. Ouais. Et vous aussi, Marion Lenné, vous avez envie de transmettre maintenant la suite, une fois que vous avez pu faire le dispositif maître d'art élève, de passer... J'espère bien, comme pour reprendre les mots de Jean-Pierre Le Bureau, on est un maillon de la chaîne. Effectivement, cette chaîne-là, on n'a pas envie qu'elle se brise, parce que si on fait ce métier-là, c'est qu'on l'aime plus que nous-mêmes d'ailleurs. Mais après, la difficulté, c'est de trouver les personnes, pour nous, je parle dans mon métier, de trouver les personnes qui ont assez compris l'engagement que cela nécessite pour passer au-delà du fantasme que cela peut engendrer. Quand on voit des pianos, pour mon métier, sonner dans une salle de concert, ça fait évidemment rêver, c'est ce qu'on cherche à faire, mais toutes les étapes avant d'en arriver là sont très très longues à apprendre. Elles ne se font pas seulement en regardant ou seulement en faisant des stages. Et malheureusement, on manque de dispositifs de formation. Et porter nous-mêmes la formation sur nos petites épaules d'artisans, avec tout le travail qu'on a déjà nous-mêmes, les engagements qu'on a de qualité par rapport à nos propres clients, c'est très difficile de pouvoir donner matière déjà à travailler aux jeunes qui rentrent dans nos ateliers et pouvoir les faire évoluer dans le bon sens sur ces instruments qui sont toujours différents, qui nous apprennent. Moi, depuis 25 ans, j'apprends à chaque instrument. Et voilà, c'est un engagement de vie. Et avant de pouvoir commencer à intégrer un atelier, il faut déjà comprendre ça. Chez les compagnons, par exemple, on a la chance d'être unis. Enfin, on est organisé en métier, mais on est organisé soit en association, en fédération ou en union. Et ça nous apporte du coup comment dire, le fait de s'organiser, c'est plus facile à transmettre parce qu'il y a des métiers qui sont néanmoins plus rentables que d'autres parce qu'il y a plus d'effectifs et donc dans les centres de formation, ils rapportent plus d'argent. Et c'est ces métiers-là qui peuvent faire vivre des petits métiers qui ne rapportent pas assez d'argent dans le système de formation. Quand je dis rapporter de l'argent, le but n'est pas de faire de l'argent, mais
pour apprendre, il faut de la matière, il faut des ateliers, il faut tout ça. Et donc, ça coûte cher, tout ça. Et il y a des fonds de financement, hein, de formation. Et nous, on arrive par solidarité, comme ça, grâce aux autres métiers, de pouvoir faire vivre les plus petits métiers. Donc, comme ça, tout le monde peut quand même avoir de la formation et pouvoir évoluer dans son métier, quoi. Ces distinctions que vous représentez, elles existent parfois depuis longtemps. Bon, le compagnonnage, on parle de siècles. Les MOF, je crois que c'est une centaine d'années à peu près. C'est ça, oui, une centaine d'années. Est-ce que le fait d'avoir cette distinction-là et le type de formation qu'elle représente, est-ce que c'est garant de quelque chose qui est figé ou est-ce que ce sont des formations qui évoluent? Est-ce qu'on transmet toujours de la même manière? Alors pour ce qui est des meilleurs de France, c'est pas vraiment une formation, c'est un concours. Il faut savoir que c'est pas seulement une distinction honorifique, c'est un concours. Et donc là, on n'est pas. Alors, comme je disais tout à l'heure, le lien avec la transmission, c'est d'accepter d'être un porte-drapeau de la profession et d'essayer de mobiliser les jeunes pour choisir ces métiers-là. Mais je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Marion. Le coût de la formation, quand on est artisan, prendre en charge un apprenti, c'est un sacerdoce. On a une responsabilité, mais ça a un coût qui est énorme, surtout dans nos métiers où il n'y a quasiment pas, elle a dit aussi, pas de formation. Il n'y a aucune formation. Il pourrait y avoir des formations un peu plus générales. En ce qui me concerne, mon apprenti était apprenti chaudronnier, il préparait un bac pro chaudronnerie, mais dans ces filières-là, c'est plus dirigé vers l'industrie que l'artisanat. Donc on n'apprend plus la géométrie descriptive, ce qui est indispensable dans le métier, ni le formage, la feuille de métal. Donc on part d'une page blanche quand on parle de jeunes. Alors c'est un parcours de vie, c'est enthousiasmant, c'est valorisant, mais financièrement, ce sont des coûts qui sont quasi impossibles à assumer pour une entreprise artisanale. C'est ça dont il faut prendre conscience. Le problème de la transmission, il est en partie là-dessus. Il n'y a pas très peu de formation de filières d'excellence pour les métiers d'art. Il y a l'école Boulle, mais il n'y en a pas énormément. Il y a des problèmes à ce niveau-là, énormément de problèmes à ce niveau-là. Alors que justement, aujourd'hui, les jeunes ont tendance, de plus en plus, en tout cas moi je le ressens, je ne sais pas si mes collègues sont d'accord, mais il y a de plus en plus de jeunes qui se dirigent vers ces métiers qui ont du sens, dans lesquels on s'épanouit humainement, et qui sont pour autant très longs à transmettre. Il faut 10 ans pour former un compagnon, à peu près. J'allais rebondir sur ce que vous dites. Effectivement, il y a ce rapport au temps aussi. Parce qu'il ne suffit pas d'expliquer, de montrer. Il y a un rapport à la matière qu'il faut apprendre à maîtriser, qui nécessite du temps, de l'expérience. Et ça, il n'y a pas encore de méthode qui puisse accélérer la prise d'expérience. À la limite, le Tour de France, j'ai envie de dire, mais je prêche pour ma paroisse, là. Oui, mais ça reste effectivement des gestes qu'il faut reproduire beaucoup. Voilà, il faut, j'imagine, aussi beaucoup rater pour pouvoir réussir. Mais comme un sportif, il faut faire répéter ses gammes. Ça ne se fait pas comme ça. Il ne suffit pas, comme il vient de le dire, de tiens, regarde, je te montre. Non, l'apprentissage, c'est très très long. 3 ans, c'est juste pour apprendre les bases. Mais en réalité, dans mon métier, il faut une dizaine d'années pour être totalement autonome. Mais ça ne veut pas dire qu'on apprend. De toute façon, on apprend toute sa vie. Elle l'a dit aussi, Marion. Chaque chantier, on apprend. Et c'est ça qui est d'ailleurs plaisant dans ce métier. Et rendre ce métier attractif, c'est pas dire aux jeunes, bon, c'est facile, c'est un métier manuel, tu vas voir, en 3 ans, tu vas être... Non, on apprend toute sa vie. Et le rendre attractif, pour moi, c'est justement de leur montrer que c'est des métiers très complexes, qui fait appel à des tas de savoirs, de connaissances. Moi, dans mon métier, la géométrie descriptive, c'est des maths appliquées. Il faut vraiment... on n'entreprend aucun chantier si on n'a pas fait une épure. Et ça nécessite un véritable apprentissage. Après, bien sûr, comme il a dit, il y a la complicité avec la matière. Et là, ça vient avec les années. Mais ça viendra au fur et à mesure. Mais il faut apprendre les bases. Bien sûr. Sur l'apprentissage, justement, pour les compagnons, par exemple, est-ce que justement ça évolue, la manière dont on transmet ? Alors, il y a des choses qui évoluent et des choses qui n'évoluent pas. Ce qui évolue, c'est les méthodes, effectivement, puisqu'il faut qu'on reste contemporain pour que la jeunesse puisse comprendre le message qu'on va leur passer. Parce qu'on n'est que des passeurs, on fait que passer la mission, quoi. Et par contre, ce qui n'évolue pas, c'est le partage. Et il ne faut pas que ça évolue. Enfin, je veux dire, il ne faut pas que ça évolue. Il ne faut pas que ça change. C'est important parce que c'est la base, le partage intergénérationnel, où chez nous, il n'y a pas de
de moment de transmettre dans l'âge ou dans l'expérience. Celui qui sait apporter quelque chose, apporte quelque chose, qu'il soit apprenti comme maître. Il y a vraiment cet échange qui est indispensable et d'une extrême richesse qui permet non seulement de construire l'ouvrier, mais de construire l'individu aussi. Et ça, c'est hyper important. On construit des hommes de métier qui pourront s'épanouir dans leur métier, encore une fois, en sachant que quand on a un métier manuel, en vrai, tout est possible, quoi. Absolument tout. On peut faire des tonnes de choses au national, à l'international. On a toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Et c'est une chance et une richesse énorme, ça. Vous disiez justement qu'il y a des jeunes quand même qui sont intéressés par ces métiers. On a l'impression que les métiers manuels sont en désaffection, mais il y en a quand même qui sont intéressés. Justement, ces distinctions que vous avez, ça aide à se rendre plus visible auprès des jeunes? Je suppose que oui, les personnes qui viennent nous voir dans nos ateliers, si elles ont entendu parler ont décidé de venir nous voir nous, c'est qu'il y a une notoriété qui est faite et voilà, ils ne veulent pas aller forcément ailleurs. Je pense que ça peut jouer. Ça joue aussi déjà directement dans la clientèle. Nous, les titres que l'on a, c'est pas pour avoir une distinction, une barrette de distinction. C'est pas l'intérêt, c'est de rassurer les personnes qui vont faire travailler et qu'elle n'ait pas une déception à la fin de la restauration. Je suis aussi expert près des tribunaux et j'ai malheureusement souvent affaire à des cas où les personnes ne savaient pas à qui s'adresser, ne sont pas forcément fait attention au moment où ils ont confié leur instrument, et à la fin, la matière est altérée, et remettre en état comme ça aurait dû être, c'est encore plus coûteux. Donc ces distinctions-là doivent pouvoir servir pour pouvoir orienter les personnes dans les ateliers auxquels ils transmettent leurs instruments ou leurs objets. Oui, pour rebondir un petit peu sur les distinctions, ça met un peu les choses au point. Je disais tout à l'heure qu'il y a une reprise en considération de nos métiers. Et le fait d'avoir été récemment, il y a 1 an exactement, élevé au grade d'officier de l'ordre des arts et des lettres, c'est pas une question d'ego. D'ailleurs, je ne vous le mets pas en avant, je ne vais pas mettre la médaille. Mais ça prouve que les pouvoirs publics, déjà d'une part, ont pris conscience de la valeur de nos métiers, de la valeur patrimoniale de nos métiers, de nos savoir-faire. Et ça prouve aussi que nous sommes capables, ça a été évoqué, ça nous donne une visibilité. Et aujourd'hui, je vends des pièces à l'étranger. Là, j'expose une pièce qui va partir aux Caraïbes. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une reconnaissance au métier. On nous donne des distinctions, je veux dire, parce que justement nos métiers sont reconnus. On a travaillé pour ça, effectivement. Mais là, encore une fois, ce n'est pas une question d'ego, comme a dit Marion. Mais ça nous permet, non pas de faire autorité dans le métier, mais de valoriser les métiers. C'est-à-dire, voilà, il y a une prise on n'est plus marginalisé comme les métiers soi-disant manuels ont pu l'être. Il y a longtemps, quand j'ai commencé le métier, on m'a dit mais qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là quasiment. Et ça je l'ai entendu, vous savez, je crois qu'on a tous entendu. J'ai entendu des choses comme ça. Quand j'ai voulu m'orienter vers la décoration quand j'avais 14 ans, on m'a dit tu vas faire quoi, décorateur à Monoprix quoi. Bon, je pense que depuis j'ai fait un peu mieux. Les mentalités changent, mais je ne sais pas si elles changent aussi vite malheureusement qu'on le voudrait. Mais, ça prend du temps, mais c'est en bonne voie. En tout cas, on est là pour se battre pour ça. Eh bien, vous avez bien raison. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur peut-être ce que m'a dit Monsieur le Bureau ou sur juste oui, appuyer même encore un peu parce que effectivement on a connu cette dévalorisation des métiers et je suis d'accord avec vous, ça commence à s'adoucir un petit peu, ça on commence à mettre un peu en valeur et puis il y a beaucoup de jeunes qui décrochent en université pour rentrer dans les métiers manuels aussi parce qu'ils y trouvent plus de sens et ils ont raison parce que quand on travaille la matière on touche à des lois que les hommes n'ont pas écrit, quoi. On touche aux lois de la nature, la physique, les mathématiques, la résistance des matériaux, l'inertie, etc., etc. On touche à des lois immuables et ça, ça a du vrai sens. Les civilisations précédentes, comme les Romains, tout ça, ont périclité. La nôtre périclitera un jour, mais il y aura toujours besoin de charpentiers, toujours besoin de maçons, parce qu'il y aura toujours besoin de mettre les gens à l'abri, d'offrir du beau, parce que le beau et le bon sont indispensables à l'épanouissement des humains aussi. Et donc il y aura toujours besoin des artisans, c'est des métiers essentiels et on a la chance de travailler avec de la matière noble. Et punaise, c'est quand même chouette de vivre avec ça comme quotidien.
Oui, en tout cas, vous faites envie à vous écouter d'avoir des métiers passionnants dans lesquels je pense, on s'épanouit toute sa vie. Et ça, c'est très important de le rappeler. C'est pas seulement une question de formation, c'est tout au long de la vie en fait qu'on peut trouver du plaisir. Je vous propose de nous arrêter là. Je vous remercie beaucoup tous les trois pour cet échange vraiment très intéressant. Je vous dis à bientôt sur le Salon du Patrimoine si vous voulez venir nous écouter en direct, ou vous pouvez retrouver toutes les émissions sur notre plateforme YouTube. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.